Nougat, massepain, berlingot, pastilles de Vichy, bêtises de Cambrai. Vous connaissez leur histoire ? Eh bien voilà. Leur origine est très ancienne, mais il n'existerait pas s'il y avait le miel, le sucre, même le sirop d'érable. L'abeille est une ancêtre. Elle a au moins 100 millions d'années de vie sur Terre. Et parmi les milliers d'espèces d'abeilles sauvages qui peuplent aujourd'hui notre planète, le peuple des Apis mellifera, les abeilles mellifères, est lié aux humains depuis des siècles. Originaires d'Afrique, ces abeilles sociales vivent en colonies de 20 à 60 000 individus et forment un superorganisme éminemment complexe. Elles se sont installées autour du bassin méditerranéen et en Europe occidentale à la fin de la dernière ère glaciaire et ont cohabité avec Homo sapiens. Dès l'Antiquité, en Égypte puis en Grèce et à Rome, les hommes ont mis le travail de ces abeilles à leur service pour leur miel et pour leur cire. Au Moyen-Âge, une variété de mellifera, les abeilles noires européennes, sont exploitées parce que les églises chrétiennes ont grand besoin de leur cire pour leurs cierges. Et puis à partir du XVIe siècle, le destin de ces abeilles noires nous raconte justement l'histoire des conquêtes occidentales. Grandes voyageuses, elles vont accompagner les Européens dans la colonisation du monde. Suivons les abeilles vers l'ouest d'abord. Les conquistadors portugais et espagnols les embarquent vers les archipels atlantiques, Açores, Madère, Canaries. Au début du XVIIe siècle, l'abeille noire atteint le continent nord-américain et apprécie son climat plus que celui des tropiques. Les Amérindiens la nomment alors la mouche de l'homme blanc. Plus tard, sur les chariots des pionniers, Apis mellifera part à la conquête de l'Ouest. À l'est de l'Europe à présent, l'abeille noire prospère aussi de la Baltique à l'Oural. La République des deux nations, polonaise et lituanienne, et la Russie expédient d'importantes quantités de cire et de miel vers l'Europe occidentale. Au XVIIe, les abeilles mellifères franchissent la barrière de l'Oural avec les Cosaques et les missionnaires orthodoxes, puis vivent avec eux l'épopée de la conquête russe de la Sibérie. Au siècle suivant, le voyage des abeilles se poursuit, des steppes d'Asie centrale aux rivages du Pacifique et en Alaska, alors russe, et jusqu'à Fort Ross, un comptoir russe sur la côte californienne. Alors avant de poursuivre notre voyage, revenons d'abord un instant en Europe en ce milieu du 19e. La génétique permet alors la sélection des espèces d'abeilles les plus productives en miel, plus demandées désormais que la cire. Cette sélection va faire émerger celle que l'on appelle l'abeille jaune d'Italie. Réputée plus douce que l'abeille noire du nord de l'Europe, elle a désormais les faveurs des apiculteurs du continent. Elle va ensuite essaimer partout dans le monde. En Amérique du Sud tempérée, en Argentine notamment, où des colons allemands développent l'apiculture moderne. En Australie et en Nouvelle-Zélande, introduite au départ par des missionnaires anglais, puis par les colons anglais et allemands. Au Japon, c'est l'empereur Meiji qui fait venir ces abeilles occidentales de Californie. Au tournant du XXe, elles arrivent en Chine à la fois par le Japon et par l'extrême-orient russe. Aujourd'hui, l'abeille jaune italienne a conquis la planète. Depuis les années 60-70, elle est rejointe par une nouvelle variété hybride, la Buckfast, surtout en Europe. La canne à sucre, plante de milieu tropical humide originaire de Nouvelle-Guinée, fut cultivée en Inde dès le premier millénaire avant notre ère, déjà dans le cadre de grandes exploitations esclavagistes. C'est là que les Grecs d'Alexandre rencontrèrent le roseau qui donne du miel. Au 7e siècle après Jésus-Christ, les Arabes envahissent la Perse, puis développent la culture de la canne dans le bassin méditerranéen. Entre le 11e et le 13e siècle, l'Europe occidentale découvre le sucre de canne grâce aux croisades. Considéré comme un médicament, il s'achète très cher chez les apothicaires, c'est-à-dire les pharmaciens de l'époque. Au XVIe et au XVIIe siècle, après la découverte de l'Amérique, la canne à sucre est introduite dans les colonies européennes, dont les Antilles. Pour le travail dans les champs de canne, on a recours à des esclaves. Au XVIIIe siècle, le sucre n'est plus seulement un médicament ou un ingrédient de luxe.
il est de plus en plus utilisé dans la cuisine. À ce moment-là, on ne connaît pas le sucre de betterave. En 1806, Napoléon Ier, en guerre contre l'Angleterre, décrète le blocus continental qui interdit aux bateaux anglais d'accéder aux ports européens. Cette décision entraîne une difficulté d'approvisionnement en sucre de canne des colonies. Les recherches s'activent alors en Europe pour trouver une autre source de sucre. En 1812, Benjamin de Lesser, un banquier et industriel français, fabrique les premiers pains de sucre de betterave et reçoit pour cela la Légion d'honneur des mains de Napoléon. C'est le début de l'industrie sucrière de betterave en France, qui va devenir en 2 siècles l'une des plus performantes d'Europe. Aujourd'hui, le sucre consommé dans le monde provient à 80% de la canne et à 20% de la betterave. La France, avec 25 sucreries de betterave en métropole, est le premier producteur mondial de sucre de betterave. Donc, vous avez bien compris que sans le glucose, le saccharose et autres fructoses, il n'y aurait pas de confiserie. Savez-vous que les premières sucreries étaient apparues là, au Proche-Orient, plus exactement en Mésopotamie, la terre entre 2 fleuves. Les fleuves sont le Tigre et l'Euphrate. Les sucreries sont à base de miel à cette époque-là et de dattes. La plus ancienne sucrerie, dont on ait connaissance, date de 42 siècles. Aïe aïe aïe, 21 siècles dans les dents. Ah oui, enfin, avant notre ère. Il s'agit du merzu, un biscuit gras et doux, avec des dattes, des noix, des raisins secs, des pommes ou des figues, le tout parfumé avec de l'ail, du cumin, de la coriandre. Plus proche de nous, l'Antiquité grecque et romaine, par ordre chronologique. Grecs et Romains considèrent le miel comme un élément divin, c'est une nourriture des dieux. Il sert à la conservation. Il est aussi à la base de la médecine et des médicaments. Ainsi, les premiers antidotaires, c'est-à-dire traités de médecine, comme par exemple chez Hippocrate, entre moins 460 et moins 370, donc ces antidotaires proposent des remèdes à partir d'amandes, pilées et de miel pour guérir la pleurésie, ou encore Galien de Pergame entre moins 129 et moins 201 qui prescrit de mélanger des pignons et des amandes avec du miel contre la toux. Vous aurez reconnu respectivement le massepain et le nougat, ou bien encore le romain Cels, moins 25 à 50, qui donne la recette de confiture de coing, pommes, poires ou grenades. Plus proche de nous dans le temps, le monde arabe. À partir du 7e siècle, c'est d'abord l'héritier de la médecine antique, avec cependant une nuance, à savoir que peu à peu le miel est remplacé par le sucre. Vous vous souvenez que les Arabes sont à l'origine de son développement dans le bassin méditerranéen, on l'a vu précédemment. Le premier centre intellectuel du monde arabe est Bagdad, toujours le Proche-Orient. Les recettes de sucreries sont consignées dans des grabadins, c'est-à-dire les traités de pharmaceutiques. Elles font aussi partie de la littérature culinaire. La base de la confiserie est le miel, le sucre et le phénide, traduit par pénide, c'est-à-dire le sucre tiré ou pétri. Ce dernier élément apparaîtra surtout dans l'Espagne musulmane qu'on appelle Al-Andalus. Le monde arabe ajoute aussi un élément inconnu de l'Antiquité, le mourabawar, c'est-à-dire les fruits, fleurs et légumes confits dans du miel ou du sucre. Cette technique est appliquée par Avicenne, puis reprise en Andalousie, à l'Andalous, par Aboul Cassis, qui pose les bases du sirop à base de sucre, d'eau et d'eau de rose.
suivi du travail sur le marbre et enfin la fabrication de berlingots, c'est le pastillage en fait. Aboulcassis et ses pairs maîtrisent les premiers la sculpture en sucre, les sculptures en sucre. Cette culture de la confiserie va se transmettre au monde chrétien dès le XIe siècle grâce aux centres de traductions italiens et espagnols. Électuaires aux amandes et aux pignons, berlingots, fruits confits font leur apparition dans l'Antidotarium de Mesuae et plus tard dans le célèbre Ménagier de Paris, publié à la fin du Moyen-Âge, au XVe siècle. À la Renaissance, le petit traité contenant la manière pour faire toute confiture, de 1545, assure à son tour le succès des fruits confits, et en particulier du gingembre confit qui vient d'apparaître. Et des pâtes de coin, bien sûr. Les douceurs sont l'apanage de l'élite, c'est-à-dire des plus riches, qui les consomment à la fin des repas ou lors de collations. C'est une chose qui a été inventée à cette époque-là, la collation. Les douceurs s'achètent encore chez les apothicaires, c'est-à-dire les pharmaciens. Les collations jouent également sur l'esthétique. On est allé jusqu'à réaliser des assiettes en sucre pour le mariage d'Élisabeth d'Autriche en 1571 et c'était à Paris. Au XVIIIe, la confiserie est devenue un artisanat d'art destiné à l'élite. Encore l'élite. Ainsi, à Paris, la rue des Confiseurs se situe rue des Lombards, dans un quartier huppé. Les boutiques y sont décorées, exposant les ustensiles de fabrication pour montrer le savoir-faire des artisans, de même que des réalisations en sucre, enfin des sculptures. C'est le cas en particulier de la boutique de Monsieur Duval, qui s'appelle cette boutique le Grand Monarque, qui utilise le sucre en pastillage. Alors le pastillage, c'est un mélange de sucre glace, de vinaigre d'amidon et de gomme adragante, qui est faite avec plusieurs plantes. Le mélange gélifié lui permet de réaliser des sculptures très fines qui rappellent la porcelaine de Saxe, très à la mode à l'époque. C'est dans ce temps-là qu'apparaît la pratique du grignotage, car chacun se précipite pour acheter et déguster les confiseries qu'on dit de poche, parce qu'on peut les amener comme ça. Cependant, le sucre produit par des esclaves et les sucreries ne concernent toujours que les personnes riches. C'est au XIXe siècle que tout va changer. À la Renaissance, l'érudit Olivier de Serres découvre que certaines variétés de betteraves produisent un jus sucré. Mais c'est Sigismund Marggraf, en 1757, qui arrive le premier à cristalliser le sucre de betterave. Mais ce qui va mettre ce sucre sur le devant de la scène, c'est la politique et en particulier la guerre entre la France et l'Angleterre avec le blocus continental décrété par Napoléon Ier qui empêche les Français de recevoir, parce que les Anglais ont répliqué, donc les Français ne reçoivent plus de sucre de leur colonie. Napoléon Ier, encore lui, incite les chimistes à développer la technique de Marggraf et fait cultiver des milliers d'hectares de betteraves à sucre dans le nord de la France. La technique se développe en même temps que l'industrialisation, grâce à une autre invention révolutionnaire, la machine à vapeur qui a été perfectionnée par James Watt et qui fonctionne d'abord au charbon de bois puis au charbon de terre. Le sucre comme le coton sont des éléments importants de la révolution industrielle. Le sucre se démocratise et la confiserie également, puisque des lignes de machines remplacent certaines tâches autrefois manuelles, comme le mélange du sucre et des autres ingrédients, le pastillage, même si certaines tâches demeurent encore manuelles, comme le travail du sucre sur le marbre. Apparaissent ainsi des spécialités nouvelles, comme les bêtises de Cambrai.
À la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, les machines fonctionnent à l'électricité. La confiserie se décline autant en artisanat d'art, artisanat qu'industrie, comme par exemple penser aux bonbons Haribo. Apparaissent des colorants de synthèse, des gélifiants comme l'agar-agar.